ou tout simplement dans certains pays. Je suis sûr que pour préparer cette rencontre, nous n'en avons pas parlé, il a vécu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, les gens que tu fais parler sont des rebelles. Il faut les éviter. De même, j'ai reçu près de 700 réactions inbox qui me disent que tu vas faire face aux gens de la BCEAO, du ministère de l'économie, des finances, etc. Il ne faut pas y aller. Je crois que Mbagnick, que je connais depuis un bon moment maintenant, a cette qualité de refuser la pensée unique. La pensée unique, cette doctrine visqueuse, qui insensiblement enveloppe tout raisonnement non conventionnel. C'est une doctrine qui inhibe, qui trouble, qui paralyse et fait étouffer. C'est une doctrine à enterrer. Je crois que la façon d'être ce nouvel intellectuel dont parlait Gramsci, c'est en tout temps de susciter le débat, parce qu'en toute chose, il faut toujours valoriser le dialogue. Le dialogue étant le préalable à tout. Je vous remercie donc, également vous qui êtes dans la salle, parce que j'ai l'intime conviction qu'il y ait des représentants de la Banque centrale ou du ministère de l'économie ou d'autres. Ma conviction est que nous sommes dans le même camp. Ce camp qui veut un jour voir une Afrique libre, une Afrique dans laquelle on vit digne et épanoui, comme disait Nyerere. Le thème, l'avenir du franc CFA. Le CFA, une monnaie qui circule sur une monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays qui circule dans d'autres pays sur un autre papier. Abdurrahman l'a dit, l'intitulé déjà nous met au cœur des discussions de ces 7 dernières années entre les tenants et ceux qui ne sont pas favorables au franc CFA. Les Semi-Keba et les autres que je n'ai jamais vus d'ailleurs, que je n'ai jamais lus. De temps en temps, quelques flashs. Mais avant de dire ça, répondre à la question, notre monnaie, c'est ce que le MEDES dit. Les autres disent non, ce n'est pas notre monnaie. Je crois qu'il faut savoir raison garder et présenter les choses comme Abdurrahman vient de le présenter. Que vous ayez bu la veille et que vous ayez perdu vos esprits, un engagement reste un engagement. Ma conviction est que le franc CFA est bien notre monnaie. C'est nous qui avons signé, c'est nous qui l'avons voulu. Il faut l'assumer et avancer. Maintenant, on peut la caractériser, discuter de sa gestion et du reste. Je précise autre chose, et je le rappelle souvent à mes jeunes frères là-bas, le groupe dur anti-CFA. Moi, je suis ni pour ni contre, je dirais pourquoi. Au moment où je parle, il y a 25 pays au monde, au moins, qui utilisent une monnaie d'un autre pays. Beaucoup ne le savent pas. Toujours les Monaco, les Andorre, l'Argentine. L'Argentine a utilisé pendant 10 ans le dollar américain. J'ai été conseiller d'un chef d'État, la République d'Équateur en Amérique latine, Rafael Correa, qui est un camarade de promotion, un socialiste pur et dur. En 2002, la monnaie de l'Équateur, qui s'appelle le sucre, a connu d'énormes problèmes de gestion. D'énormes problèmes de gestion, de trafic, de manipulation. Eh bien, le socialiste Rafael Correa a suspendu le sucre pour utiliser le dollar américain. Jusqu'à maintenant, c'est le dollar, évidemment,
il a pris des précautions. C'est là où la gouvernance est importante. C'est lui qui décide de la quantité de monnaie mise à la disposition du secteur privé. Ce n'est pas une petite chose, c'est très important. Les Américains ont tout fait pour lui dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser le dollar. Il dit, moi je l'utilise, je n'ajoute pas de commentaires. Le Zimbabwe l'a utilisé. Dans l'Union européenne en construction, il y a 12 pays qui sont sur le front. Donc le problème, ce n'est pas d'utiliser sur son territoire, ce n'est pas une honte, la monnaie de notre pays. Mais avoir son mot à dire, ou plus que son mot à dire, sur sa gestion, ce qu'on appelle aujourd'hui sa gouvernance, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, avant de répondre, je dis préalablement qu'il faut quand même que nous gardions notre raison et admettre que si les gens peuvent penser que si vous ne voulez pas, c'est comme ça qu'ils le disent aux autres, si vous ne voulez pas du franc CFA, organisons une discussion technique. D'autres disent nous, et ils en ont le droit, c'est ça la démocratie. Parler de technique, ça ne nous intéresse pas, nous sommes sur le terrain de la souveraineté. Et ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Je crois que c'est ça aussi l'ouverture d'esprit. Je reviens donc sur le titre. J'ai déjà répondu que cette monnaie, c'est notre monnaie, en notre nom. Nos élus se sont engagés à respecter tous ces engagements et surtout, c'est la monnaie qui marche chez nous. Je crois qu'il faut que nous l'acceptions. J'ai, en lisant, en parlant avec Alpha, avec qui je travaille, j'ai dit, quel CFA? Ah bon? C'est le franc CFA de l'UEMOA. Mais ma réponse est que le franc CFA, le nôtre, c'est celui de l'UEMOA, avant de parler de ses forces et de faiblesses, parce que à ce moment-là, je me situe dans une spéculation intellectuelle, le franc CFA n'a pas d'avenir. Le franc CFA n'a pas d'avenir. Je suis quelqu'un de poli, quelqu'un qui suit ses responsables. Le franc CFA n'a pas d'avenir parce que je ne peux pas dire quelque chose de plus ou de moins, ou en tout cas pas en deçà de ce que nos chefs d'État ont dit en 1983. C'est eux qui, en 1983, ont décrété qu'ils n'avaient pas d'avenir, qu'il fallait construire le franc de la CEDEAO. C'est pour ça que j'ai dit que je suis dans une spéculation intellectuelle. Je ne dis pas qu'on s'amuse, mais les réflexions sont importantes et nous servirons dans la mise en œuvre de la monnaie de l'écho. Lorsqu'un médecin dit à quelqu'un qui a le cancer, vous avez peut-être 1 ou 2 ans à vivre, mais il n'a pas dit que vous mourrez demain. C'est ce que les chefs d'État ont fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, en signant ce protocole pour la création de la monnaie de la CEDEAO, et même plus loin, en créant la CEDEAO, inévitablement, cet espace aurait une monnaie. Dans la gestion, je ne vais pas trop m'étendre, je vais rapidement passer à autre chose, parce que j'ai fait dans cette brève introduction que c'est notre responsabilité. Il faut être conséquent. On vous élit, vous assumez que vous êtes élu par un peuple, vous pouvez négocier, l'engager, vous l'engagez, vous ne pouvez pas revenir en nous disant que ce franc, ce n'est pas notre monnaie et que c'est lui qui circule sur nos marchés, dans nos foyers, etc. Mais je voulais dire que s'il y a toutes ces interrogations, tous ces séminaires, toutes ces conférences sur le franc CFA, c'est qu'il met quelque part mal à l'aise tout le monde. Et ce malaise, ceux qui l'ont vécu en premier, ce sont les chefs d'État. Beaucoup ne le savent pas. Les chefs d'État, une fois l'indépendance assumée, les gouvernements installés, mais étaient dans un malaise, comme disait Diori Amani, très inconfortable, dès les années 1963. Ils se sont réunis, ils en ont discuté plusieurs fois, et ils ont demandé à Diori Amani
de commettre un expert pour réfléchir sur le franc CFA. Et j'ai ici le rapport qui a été fait par l'expert en 1966. Et c'était le professeur Samir Amin, que je remplace aujourd'hui à la tête du Forum du Tiers-Monde et du Forum mondial des alternatives. Samir dit ceci: j'ai été invité en 1969 par le président Amani Diori, qui imaginait, à la demande des chefs d'État, souhaitable une réforme du système monétaire de la zone franc CFA français. Diori savait que j'étais l'une des rares personnes qui partageait ce point de vue et connaissait pas trop mal les problèmes économiques des pays de la région. Mes opinions sur ce sujet sont connues. J'en ai fait d'abord un exposé de principes essentiels. D'abord, que la gestion monétaire ne constitue jamais l'aspect premier des problèmes et vient en aval, non en amont, des choix sociétaires fondamentaux et des stratégies économiques. Beaucoup d'anti-CFA ignorent cet aspect. La monnaie n'est qu'un levier parmi tant d'autres pour le développement économique et social. Mais malheureusement, il y a des dérapages, des tentatives, de calculs, etc., qu'ils vous disent comme ça, de but en blanc, globalement, que voilà, parce qu'ils ont le franc CFA, qui est une bonne monnaie, économiquement, leurs jeunes se comportent mieux par ça. S'ils sont pauvres, s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de liquidité pour ça, personne ne peut le prouver économiquement. Je défie quiconque de le faire, et je l'ai fait avec mes jeunes frères qui ont tenté de faire ce travail. Quand il y a des défaillances, les défaillances ne peuvent pas avoir une seule cause. Donc, Samir a précisé effectivement dans son texte que la monnaie n'est qu'un des leviers parmi d'autres. Ensuite, que si les pays concernés voulaient rompre avec le modèle colonial extraverti et s'engager dans la voie d'un développement autocentré, tant aux échelles des États que celles de la région, le système de la zone franc tel qu'il existait ne convenait pas. J'avais bien sûr l'intention d'aider à la réforme et non de proposer le tout ou rien. Ah, c'est le sens de la responsabilité. Vous sortez du franc CFA ou mettons le pays à feu et à sang, mais ce n'est pas responsable. On débat, on discute. Vous n'avez rien à dire aussi. L'affaire est une affaire de techniciens. Nous en discutons à la BCEAO et entre autres experts. Ce n'est pas également une bonne réponse. Il faut dialoguer, comme nous y invite Mbaye. Je ne vais pas être long sur tout ce que Samir a dit. Il a proposé concrètement les réformes adaptatives. Adaptatives, que de son point de vue, qu'il fallait faire. Les chefs d'État l'ont adopté. Deux ont systématiquement refusé et ont torpillé le projet. C'était Senghor et Houphouët-Boigny. Je crois que cet aspect de l'histoire mérite d'être connu. Je ne vais pas rester long. Je vais simplement dire que donner d'autres aspects sur le malaise. J'ai fait récemment un article dans la revue alternative économique, qui est l'une des revues économiques parmi les plus lues quand même en Europe. J'en suis membre fondateur depuis 1981. Donc, voici ce que disait Senghor. Dans la conclusion de mon article, Senghor, qui donnait une interview après la réaction de Amani Diori, je précise que c'était le 7 juillet 1977 à Jeune Afrique. L'interview, l'entretien portait sur le franc CFA. Il dit, je le cite, « Le franc CFA, une longue histoire entre maîtres et esclaves. » C'était le titre de l'entretien. Senghor dit, « Aujourd'hui, on est colonisé et on ment au peuple en disant qu'on est libre. » Donc, le malaise, ce n'est pas seulement entre des rebelles de la rue. Abdou Diouf, après la dévaluation, lui s'est contenté de dire, après avoir signé la déclaration sur la dévaluation, je le cite, « Comme tous ces gens, je suis opposé à la gouvernance de la monnaie par le Trésor français. » Mais Abdourahmane,
vient de dire des choses intéressantes. Le Trésor français, c'est là où sont les réserves. J'ai l'intime conviction, c'est ce que je crois, en l'état actuel de la marche de l'Afrique et des défaillances gouvernementales. Si nos bijoux de famille étaient dans nos banques centrales, nous serions au moment où je parle au bord de la rue parce qu'on aurait simplement abandonné nos matelas. Les réserves, c'est le matelas. Il n'est pas question, ce n'est pas la fonction d'une réserve. Les réserves, c'est entre autres ce qui vous permet, s'il y a une guerre mondiale demain, d'être sûr que pendant 6 mois que durera la guerre, vous mangerez, vous prenez la douche, etc. Mangez les réserves, vous avez mangé votre lit, vous allez vous coucher au bord de la mer. Mais comment garder les réserves alors? Mais on fait comme la Chine, on fait comme l'Allemagne. Les réserves de l'Allemagne, c'est essentiellement constitué d'or. Il y a seulement 4 mois, depuis la guerre mondiale, que l'Allemagne vient de les rapatrier des États-Unis. 75% des réserves de la Chine étaient aux États-Unis. La Chine n'a pas encore tout récupéré. Les réserves, ces bijoux de famille, vous les mettez là où vous êtes sûr qu'il y a assez de sécurité. Je le répète, je reviens là-dessus. Je suis opposé à la gouvernance du franc CFA tel que ça fonctionne depuis. Je ferme la parenthèse, parce que ça détermine ce qui suit. Mais si je veux garder mes bonnes œuvres, je les mets là où je suis sûr de pouvoir un jour les récupérer. Et il y a autre chose, c'est un argumentaire aussi de ceux qui veulent le tout ou rien. Il le sait. Nous y travaillons. Abdurrahman le sait comme moi. Renseignez-vous sur les taux de rémunération des places que la France ferait sur les réserves de la zone CFA. C'est moins d'1% qu'elle en tirerait. Moins 0,5% même. Donc, ce n'est pas un argument qui tient la route. Là où il y a un problème, c'est ailleurs. Nos réserves, nous les récupérons chaque fois que nous avons des besoins. Nous prenons ce qu'il faut et nous l'utilisons. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire. Il faut dire ce qu'il faut dire à chaque partie. Et je viens de montrer qu'il y a de grands pays qui sont dans l'optique de construire d'autres sociétés qui ont leur argent dans d'autres pays. Le Nigeria a 2 comptes, les 2 les plus importants. L'un est en Grande-Bretagne, l'autre est aux États-Unis. Je passe sur l'autre partie, la partie et la dernière partie de mon intervention. Quels sont les avantages à ce moment-là liés à la zone franc, à laquelle certaines personnes tiennent pour une raison ou pour une autre? En général, on nous en cite 5. La première, c'est la stabilité de la monnaie, c'est ce qu'on nous dit. La stabilité de la monnaie. Peut-être que sur le moyen long terme, on peut l'admettre. Ou bien on peut dire que, généralement, on n'a pas eu de turbulences graves dans la zone CFA à cause de la monnaie. On peut le noter. Mais personne ne peut nier que depuis 7 ans, je dis bien depuis 7 ans, l'euro a perdu 25% de sa valeur face au dollar. Qui en profite? Ceux qui vont, ceux qui ne font que commercer dans la zone ne s'en rendent pas compte. Ils considèrent qu'ils opèrent sur la base de la même valeur. Mais les opérateurs, il y en a qui ne veulent pas le dire, qui vont et qui viennent, savent lorsqu'il y a une dépréciation ou une appréciation de la monnaie. 25%, c'est le cas. Mais qui en profite? D'abord, le secteur privé européen, occidental. Ils continuent à traiter. Ils ont un avantage favorable. Une appréciation du dollar qui leur est favorable. Il devient plus confortable pour ces gens-là pour acheter, etc. ou vendre. Mais dans le même temps, la parité
restent fixes avec leurs partenaires importants de la zone franc. Donc, par le mécanisme de la zone franc, nous créons de la richesse qui va ailleurs. Je crois que donc, ce premier argument, comme n'importe quel argument, est discutable. Mais il faut vraiment caractériser fondamentalement ce qu'on appelle stabilité de la monnaie. Sa convertibilité, je crois que, très honnêtement, c'est une force de frappe du franc CFA. C'est un avantage considérable que d'avoir une monnaie convertible. Surtout qu'il n'y a pas de coût. Il n'y a quand même pas de coût. Sur ce point, je n'ai pas de... Et puis, la convertibilité, ça suggère une autre interrogation. En principe, convertibilité d'une monnaie adossée à une monnaie pas seulement forte, mais crédible, cela devrait favoriser l'investissement étranger direct. Est-ce le cas si nous traitons de la question de l'investissement dans la zone CFA? Toutes les études montrent que ce n'est pas le cas. Il faut donc continuer à réfléchir pour voir si pourquoi, malgré les offres, le dynamisme, l'appel de certains chefs d'État comme Alassane Ouattara, pourquoi l'investissement étranger n'arrive pas comme cela se devrait. Je crois que c'est d'autres raisons. Peut-être que je n'en parlerai pas. Cette position de la monnaie aussi favorise l'échange entre la zone, nous et la zone européenne. Mais l'échange que nous avons avec la zone européenne, elle est destructrice pour nous, simplement à cause de l'échange inégal et la loi de la valeur mondialisée. L'échange inégal, je caricature. Vous achetez une Mercedes en l'an 1 à $10 000. Vous vendez, disons, 10 000 tonnes d'arachide pour avoir la Mercedes. En l'an 3, la même Mercedes, on vous donnait $30 000. Et vous dites pourquoi? On vous dit que votre produit que vous échangez avec la Mercedes, vous le produisez comme le faisaient vos arrière-ancêtres. Il n'englobe ni de technologie nouvelle, ni de savoir nouveau. Tandis que la Mercedes, regardez bien, les vitres, ce n'est pas une manette, maintenant c'est électrique. C'est ça le cœur de l'échange inégal. C'est d'autant plus difficile, soutenable, que vous prenez, je donne une moyenne, la balance commerciale des pays africains, anciennement francophones. C'est 40% d'importation de machines-outils, 40% d'importation d'aliments et de médicaments, et 20% divers. Avec ce système d'échange inégal que Senghor avait perçu. Parce que Senghor, comme Mamadou Dia, prenait des cours d'économie auprès de Samir Amin. Il prenait des cours du soir. D'ailleurs, les Français, dans un rapport confidentiel, le dénonçaient. Ils dénonçaient Senghor dans des termes très peu respectueux, en disant que le politique a trouvé en Samir Amin son maître. Je crois que c'est des choses donc à ça. Alors ce mécanisme d'échange inégal qui existe, parce que la logique économique eût été, c'est ça, sur ça que devrait se fonder le commerce international, sur l'échange d'heures de travail. C'est ce que Karl Marx proposait. Si on échangeait des heures de travail, on serait dans ce que réellement le libéralisme, j'insiste, le libéralisme, non pas le socialisme voulait. Le libéralisme, c'était ça, sa bataille, fair trade. Avantage comparatif, c'est pour ça que celui qui déteste le plus le libéralisme, c'est le capitalisme. Et malheureusement, c'est le capitalisme qui nous gouverne. L'autre aspect, c'est de dire que l'inflation, un niveau d'inflation bas, on se vante de l'avoir. J'enseigne aussi à l'université de Vitória, l'État de Vitória du Brésil,
l'économie africaine, j'ai des sessions annuelles. Je n'y vais pas, on me regroupe mes cours sur un mois, je vais, je les fais, je reviens. Je le fais tout le temps. Mais dans un laboratoire de l'étude où nous avons travaillé, qui travaille sur le rôle et l'impact de l'inflation sur l'économie, nous avons voulu refaire, pour voir si on peut le confirmer, une étude que ensemble, les Nations Unies et les FMI avaient faite en 1955. L'économie du développement venait de naître et c'était une question importante. Le rapport du Fonds à cette époque et des Nations Unies montrait qu'ils ont étudié l'inflation à 3 niveaux. Ils ont sorti un tableau, j'ai le rapport, hein, les pays qui ont une inflation de plus de 3%, vers 7 et 10, les pays qui ont entre 3 et 7, et les pays qui ont autour de 0 et de 1. L'étude du Fonds avait montré, et des Nations Unies, que les économies qui se comportaient le mieux, c'était les économies qui étaient entre le 1, et le 2 ou le 3, mais sur des périodes courtes. Parce que avoir un taux d'inflation bas pour l'éternité, sur le moyen long terme ou le long terme, c'est anti-économique. Parce que l'inflation est un instrument de politique économique. Vous êtes le Nigeria, à un moment donné, il y a un reflux des biens que vous vendez sur le marché mondial. Vous avez une classe moyenne, je l'appelle comme ça, je pense que c'est impropre, qui achète énormément. Tout l'argent, il le dépense à Londres, mais vous utilisez le levier de l'inflation pour générer des ressources sur ces importations, pour soutenir les populations pauvres en cas de difficulté. Nous ne pouvons pas le faire avec une inflation qui reste entre 1 et 1,5% sur 30 ans. Ce n'est pas possible. L'argument de l'inflation aussi, nous l'avons vérifié et nous avons vu qu'elle ne tient pas. Je vais terminer par 2 observations personnelles que j'ai relevées dans notre livre, Le Sénégal à la veille du 3e millénaire, chez l'Harmattan. Je fais de la publicité. Ce qui m'a toujours préoccupé sur le franc CFA, c'est que je me suis rendu très compte qu'on ne pouvait pas l'étudier sans les considérations du pacte colonial ou la survivance de certaines dispositions du pacte colonial, notamment la libre transférabilité. C'est impossible. Tout a été conçu dans le même moule. Tout a été conçu dans le même moule. Pacte colonial, qu'est-ce que la production? Qui produit? Que produisons-nous? N'est-ce pas? Vers où? Sur quel marché? Écoulé? Quels sont les mercuriats? Quelles entreprises les transportent? Évidemment, la réponse était que sur toute la ligne, c'était que des entreprises françaises qui faisaient le travail. Mais à ce dispositif, vous ajoutez une institution pensée dès 1939, installée plus tard, le FIDES, le Fonds international pour le développement économique et social, créé par la France dans ses anciennes colonies, qui avait une interdiction, mais une interdiction de fonds. Ne financer aucun négro-africain. Aurait-il la nationalité française? Le FIDES ne finance que des entreprises de France. Et au bout du dispositif, mais c'est la monnaie. C'est la monnaie. Si vous n'avez pas une monnaie qui permet un certain type de transfert, vous ne pouvez pas. Là, je veux simplement dire que vous avez... Comment tout cela s'est traduit sur notre économie? Je prends le cas du Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, la dernière étude de 2014 le dit, nous avons quelques 2040 entreprises qu'on peut qualifier d'industrielles. 90 de ces entreprises sont des filiales de sociétés mères basées en France ou ailleurs. C'est ça notre tissu économique. C'est pour ça qu'avec un tel tissu économique, adossé au franc CFA,
Et vous ne pouvez pas faire les transferts de technologie que vous voulez. Parce qu'en réalité, comme dit Cheikh Hamidou Kane, vous n'avez pas d'espace. On vous a dépossédé de votre espace. C'est ce que Cheikh Hamidou Kane écrit. L'économie, entre parenthèses, ils le savent, je le dis tout le temps, on l'étudie aussi, et surtout à partir des romans. Des romans, ces narrateurs qui parcourent le monde, ces hommes de lettres, c'est les meilleurs pour vous apprendre l'économie réelle, ce qui se passe réellement. C'est pour ça que j'ai cité Cheikh Hamidou Kane dans sa pertinente réflexion. Donc, vous avez un tissu économique comme ça. Par ailleurs, quel est l'autre levier le plus important dans une économie? Mais c'est le système bancaire. En l'absence de banque, vous ne pouvez pas construire une économie indépendante ou émergente ou développée ou tout ce que vous voulez. Or, notre tissu bancaire est constitué de banques commerciales. Une banque commerciale, par définition, n'a pas pour vocation à financer pour le long terme, encore pour financer l'entreprise. Pour la France que je connais le mieux, et je suppose que c'est les mêmes règles, si je regarde comment faire, ne pas donner une enveloppe de plus de 5% de vos avoirs pour les opérateurs économiques et le secteur privé industriel. C'est ça la loi avec les banques commerciales. C'est pour ça que l'ajustement structurel, qui ne voulait pas d'industrialisation ici, a commencé d'abord par fermer la Sofecidex et la BNDES. Alors qu'aujourd'hui, il n'existe nulle part dans le monde un pays qui a une aspiration au développement, appelez-le émergence, qui a une monnaie convertible ou qui n'a pas de banque de développement. Ce n'est pas possible. C'est la banque de développement qui fait le financement à risque. 9 échouent, 1 réussit. Ça, il n'y a que le stratège en développement économique qui en perçoit l'importance. Ceux qui ne comprennent rien vous diront: ah, ça fait 2 fois que 9 échouent, on ferme le robinet. Voilà le problème. Un autre aspect. Donc, des sociétés, des entreprises qui dominent le tissu économique, qui sont des filiales d'entreprises étrangères, ça se traduit, premièrement, je l'ai dit, par le fait que, c'est comme ça que je l'appelle, variation de créance, il n'interpelle pas le système bancaire. La société mère est là-bas, je vous donne des produits de base, les raw matériels comme disent les Anglais, je fais ici, vous me donnez du lait en poudre, je fabrique des boîtes de lait concentrées que vous écoulez en Asie ou en Amérique latine. C'est ça que j'appelle peut-être impropre la variation de créances entre filiales et sociétés mères. C'est-à-dire donc qu'il y a un contournement du système bancaire. Et je considère que la variation de créances, comme je l'appelle, et l'autofinancement, c'est le deuxième aspect, sont les 2 instruments les plus négatifs pour le développement d'une économie. L'autofinancement, c'est pareil. C'est des gens surliquides, encore une fois, qui ne vont pas emprunter dans le système bancaire et qui s'autofinancent. Voilà, en tout cas, en tant qu'économiste, 2 aspects qui m'ont tout le temps préoccupé. Je conclus. Malgré tout, il n'y a aucune raison de désespérer. Assumons les aspects positifs, quand même, de la zone. Les aspects positifs, il y en a eu. Ce n'est pas la peine que je les répète. Abdourahmane l'a dit. S'il n'y avait pas ce système, cette entente, cet accord avec la France, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Je ne dis pas que, j'appelle ça aussi, des survivances de la colonisation. Pour moi, la décolonisation n'est pas terminée. C'est-à-dire, je l'observe, parce que pratiquement, cela a produit tel résultat. Mais globalement, le résultat, il n'est pas du tout satisfaisant. Si on considère le niveau des échanges entre les pays qui sont là. Parce que chacun a implanté le même type d'entreprise et a un seul vis-à-vis. La France ou l'Europe et les autres, ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer dans de telles conditions. Donc,
ne faisons pas des propositions en deçà de celles des chefs d'État. Les chefs d'État sont allés très loin lorsqu'ils ont condamné le franc CFA en décidant de se lancer vers la monnaie de la CEDEAO. Sur la monnaie aussi, il y a beaucoup d'imprudence à éviter. Je crois. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons des experts très, très, très forts à la BCEAO, malgré tout ce brouhaha. En tout cas, je continue à leur faire confiance pour nous mener à bon port. Je termine enfin, parce qu'on m'a interpellé off the record sur ça. Ouattara est un traître. Est-il un traître? Mais il n'est pas un traître, il est responsable. Moi, j'en veux toujours à Ouattara, à Mamoudou Touré. Mais l'ajustement structurel, c'est ces gens-là. Il n'y a que Stiglitz, qui était directeur de la Banque mondiale en ce moment, qui assume que, sous ajustement, ces pays ne s'en sortiront jamais. Il l'a dit, il l'a écrit. Du moment où le capitalisme marche sur la tête, il faut activer d'autres leviers pour donner plus de souveraineté à ces pays-là. Arrêtons la casse sur les objectifs sociaux. Arrêtons la démobilisation syndicale. Arrêtons de mettre un terme aux solidarités traditionnelles. Mais c'est Stiglitz qui dit tout ça. Je crois que donc, mais Ouattara est un responsable, très responsable. C'est un responsable très responsable. Compte tenu de ce qu'il considère comme vertu du franc CFA et compte tenu de l'énorme vis-à-vis du Nigeria. D'abord, quand on va négocier, on y va avec un minimum de fierté. Tu vas aller te battre, tu assumes avant de partir que ta monnaie n'est pas bonne, que ton système n'est pas bon, ton environnement n'est pas bon. Ça, c'est être ignorant ou faire preuve d'enfantillage pour leur y reprocher. Il est en train de travailler sans renier l'option de la Côte d'Ivoire pour aller vers l'éco. Il est en train de travailler pour se donner plus de force pour faire face dans les négociations avec le Nigeria. Et c'est de ce point de vue que je le soutiens. Je vous remercie de votre attention, très sincèrement. Chers amis, nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Il n'y a pas de mouche qui volait quand Chérif avait pris la parole. Et je crois que le sujet méritait cette attention, d'autant que lui-même